tout ce qui leur restait dans la vie, c'était le vague et maigre contact avec leurs enfants qu'ils voyaient de fois de temps en temps, que ça était coupé, ben ça, on dit, ah ouais, là, hein, qu'est-ce que je fais là? Ma seule raison de vivre ici, alors que je peux rien dire, c'était de temps en temps d'embrasser ma petite fille. Vous lui interdisez de venir me voir pour sauver ma vie. Mais que le diable vous en porte. Ça devenait une espèce de menace existentielle pour tous. Et c'est énorme dans une société qui a aseptisé la mort, comme en Nord-Amérique, de se dire « Oh mon Dieu, elle est si présente, cette mort-là. » Mais encore là, on a accepté de l'enlever de notre vue en cloîtrant quelque part des personnes âgées dans des centres de soins prolongés, en se disant qu'on les protégeait, mais en n'ayant pas eu la présence d'esprit, l'éthique et la responsabilité de s'assurer que derrière cette barrière de protection, on faisait ce qui était nécessaire pour leur santé, pour leur morale à ces personnes âgées-là. Pour avoir été dans les CHSLD, lorsqu'on a dit on a besoin de bras et on a une crise humanitaire chez nous, j'étais comme 50 000 personnes au Québec, j'ai dit présente et j'y suis allée. Et il y a quelque chose qui était profondément perturbant, profondément choquant, de voir des gens en perte d'autonomie, en perte de facultés cognitives, être parqués dans des endroits de soins ou de moins grands soins à attendre. Moi, je ne comprends pas que les gens ne sont pas plus outrés, choqués de savoir que chez nous, dans un pays du G7, il y a des gens, pendant le pic de la COVID-19, qui sont décédés de faim et de soif dans des couches souillées. Il faut le répéter parce que ça ne doit pas se reproduire. Les personnes en CHSLD sont dans l'indignité. Ils baignent dedans. Et le COVID a simplement cristallisé et provoqué ça encore davantage. On n'a jamais demandé aux personnes âgées comment elles envisageaient ça. On a supposé, par défaut, qu'elles voulaient absolument vivre le plus longtemps possible. Nous sommes maintenant dans une société où avoir et matérialisme sont privilégiés, où tout s'évalue sous le signe du rendement qui renvoie à la personne âgée une image de déclin et de décrépitude. Dans un tel contexte, comment faire place à des personnes dont la valeur ne s'évalue plus au plan économique? La personne âgée est marginalisée et on l'intègre peu ou pas aux grandes décisions concernant l'avenir de la société, encore moins celles qui la concernent.
Tu sais, quand je parle de révolte du troisième âge, je pense qu'il faut susciter d'abord chez les aînés des prises de conscience qui peuvent changer quelque chose, puis qui peuvent réclamer leur présence plus marquée à différents niveaux. Bien, les solutions, comme je le disais dans mon texte, ils doivent venir des gens eux-mêmes. Bon, et pour ça, il faut organiser à grandeur du Québec une consultation. Il faut demander aux aînés. Il y en a, comme moi, j'aime mieux être autonome. Moi, mes planchers, je suis capable de nettoyer pas mal toute seule, puis je me fais à manger, puis je te prie de croire que je me fais des bonnes choses, que je ne mangerai pas la même chose ailleurs. Et puis, j'aime recevoir des amis à manger ici une fois ou deux. Là, pendant la pandémie, ça a été, pense-y pas. Mais la communication chaleureuse de personnes qui viennent ici, ça donne un sens à mon appartement, puis à ma vie. Puis ça, je suis pas toute seule comme ça. Non, c'est un fait que j'ai du vendredi, c'était samedi. Puis, tu as envie de venir me voir? Ben oui, à quelle heure? Quand est-ce que tu viendrais? On va s'organiser un petit souper. Oh, tu fais pas ça aujourd'hui, là. Nous avons un discours à tenir, puis des valeurs à rechercher avec d'autres pour aider notre monde à sortir des zones grises dans lesquelles il se maintient. Cela suppose un nouveau virage social, une révolution du troisième âge. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut regarder qu'on est dans une société de type complètement nouveau. Il faut chercher des solutions qui appartiennent à la nouveauté, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais tous ces personnes âgées qui arrivent comme ça tout d'un coup, là, ils vont faire éclater notre possibilité de payer. Ben, il y a peut-être des visions nouvelles à chercher. À l'heure actuelle, là, c'est des gens qui sont du monde de l'entreprise, puis du monde de l'argent, puis du monde du capital. Ces gens-là devraient avoir dans leur équipe des gens qui connaissent le monde des aînés, mais des aînés qui, en fait, ont de l'espoir en l'avenir pour les aider à vivre mieux, pas être dans une société qui les considère comme étant des êtres de trop. Dans un monde centré sur le capital, à partir du moment où tu n'en fais plus partie, tu ne fais plus partie de ce monde-là. À 70 ans, là, on dirait qu'on est fini. Ben, juste tout belle, moi, je ne suis pas finie encore. Je ne suis pas toute seule de ma gang, tu sais. Puis il y a des beaux et des mauvais moments, mais les bons moments sont assez forts. Ah oui, OK, c'est celle-là. Ça va être le début, même. Est-ce qu'ils sont heureux dans les CHSLD? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité, etc.? Et là, on sortira demain, là, parce qu'il va pleuvoir. Toutes ces personnes, il ne faut pas demander ça aux médecins, il ne faut pas demander ça même aux infirmières. Il faut demander ça à celle qui est avec la vieille personne toute la journée, qui l'aide à s'habiller le matin, qui l'amène à la toilette, qui change sa couche, qui lui donne à manger. Quand elle voit qu'elle est triste, elle va s'asseoir sur le pied du lit et elle jase un peu avec elle. Eux autres pourraient nous dire. Mais l'eau, peut-être, je sais pas trop, là. On peut pas boire, là. Ouais. Je vais compter. C'est un chef-d'œuvre. C'est simple, ça, c'est chez elle, là, tu sais.
Moi, je suis sa fille, on s'aime, c'est sûr, c'est plus agréable pour elle. C'est ça, c'est un vrai milieu de vie normal. Puis quand elle regarde dehors, elle voit un quartier vivant où il y a des enfants qui jouent des fois, où là, il y a des choses qu'elle fait elle-même, comme son déjeuner, puis sa toilette. Si elle était dans un CHSLD, c'est sûr qu'elle ferait... peut-être, je pense pas qu'elle ferait ça, là. Ça fait que c'est quand même des petites choses là, qu'elle fait elle-même. Elle fait un peu de vaisselle, elle va... des fois, elle a des pinces, elle essaie de ramasser le poil de chien qui traîne par terre. Tu sais, elle fait un petit peu... Elle va laver... Tu sais, elle fait un petit peu de ménage, là, tu sais, un petit peu aussi, là, tu sais. Dans sa tête, même, le jardin, des fois, elle pense que c'est elle qui l'a fait, là. Puis des fois, elle me dit, si tu veux des tomates, gêne-toi pas, là. On est content quand on peut y raconter. Pour moi, la qualité de vie, c'est un bilan qui fait que ce que je suis actuellement, dans le milieu où je suis, là, ça me satisfait comme vie. OK, c'est bon. Avancez votre marché devant vous. OK. On est rendu. Ouais, là, elle est venue la semaine dernière. Là. La semaine dernière, elle est venue, là. Elle était bien contente de me voir, puis j'étais contente de la voir. Ça faisait longtemps que tu t'étais peut-être coiffée. J'ai toutes les semaines. Mais je pense que c'est pas toutes les personnes qui peuvent rester chez elles jusqu'à la fin, là. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait quelqu'un 24 heures, puis je suis très consciente que c'est pas possible pour tout le monde, là. Moi, je le fais, mais puis je suis contente de le faire, mais il faut vraiment qu'il y ait des conditions gagnantes pour que ça marche. Allez, moi, loup! Tu penses-tu? C'est marqué. Il n'y a pas de détails dans la question des petits soins. Ce n'est qu'une question d'attention aux petits détails. Alors que nous autres, on veut des grosses salles d'opération, puis que ça tourne, puis que ça roule, puis amène-en des PET scans, puis, tu sais, c'est pas ça, là. Je crois qu'on a un système de santé hypertrophié dans son administration et qu'à un moment donné, quand une institution d'une telle taille, il y a certains enjeux de survie de l'institution qui prennent certains précédents sur la mission de base qui est de soigner des gens. Et on est rendu dans cette espèce de dynamique-là. Et c'est extrêmement dommage. Et je crois que la COVID-19 est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que quand je disais c'est un test d'honnêteté, c'est qu'à quelque part, ça démontre partout où un peu on a failli à notre tâche primaire qui était les gens. On sait relativement finement ce qu'il faudrait faire et on s'aperçoit qu'on le sait depuis très longtemps. On voit que les systèmes de santé continuent à avoir des problèmes et on n'arrive pas à mettre en œuvre les réformes qui seraient requises. Et ça depuis 40 ans, 50 ans. Le système devrait reposer sur des soins de proximité. Dans chacun des coins du Québec, dans chacun des villages, dans les petits endroits comme ici à l'île Verte, il faudrait qu'on ait des structures qui soient là et qui répondent aux besoins. Alors, dans des tout petits endroits, ça marche un peu.
ici à l'île Verte, on a un dispensaire, on a une infirmière qui est là 24 heures sur 24 et qui participe à la vie collective. Elle connaît tout le monde, elles se partagent le travail à deux, elles connaissent tout le monde, elles font partie des activités de l'île, elles sentent s'il y a quelque chose qui ne va pas, elles savent qu'une personne va rentrer puis qu'elle n'est pas trop bien puis elles passent le voir. Ça se passe naturellement. Il y a un soin de proximité qui est là. On devient malade là où notre système biologique est le plus faible, quand il y a du stress autour. La Covid a imposé un stress considérable sur le système de santé. Et le système de santé a été malade, si on veut, là où il était le plus faible. Et donc, les failles du système, on peut les retracer historiquement, mais les failles du système se sont révélées comme étant vraiment sérieuses quand le stress autour du système de soins est devenu important. On gérait d'en haut et on ne se préoccupait de moins en moins des réalités locales. Et on a brisé beaucoup le sentiment de responsabilité qui se passait au niveau local. On a brisé la capacité des équipes locales à prendre des décisions qui pourraient être différentes d'un coin à l'autre, mais qui répondaient à des besoins particuliers. On a en quelque sorte, en uniformisant, limiter la capacité d'innover et la capacité de répondre aux besoins spécifiques des différents endroits du Québec. Toutes les études démographiques disent que le vieillissement de la population contribue pour moins de 1% à la croissance des dépenses de santé. Si les gens continuent année après année à recevoir les mêmes quantités de services. Donc le vieillissement, en tant que vieillissement, ça compte pour un peu moins d'1%. Par contre, ce que la médecine, et je parlais du développement des technologies, développement des connaissances fait, c'est qu'elle est capable de faire de plus en plus de choses sur des corps de plus en plus fragiles. Et c'est ce plus en plus de choses sur des corps de plus en plus fragiles qui coûtent des fortunes et qui ne servent pas à améliorer ni la qualité de vie, ni la durée de la vie, en fait. Et qui est-ce qui profite de ça ? Ce sont en partie les docteurs, beaucoup les industries pharmaceutiques, plein de monde qui profitent de la vieillesse pour faire de l'argent sans que, alors en termes de performance, on ait une réussite dans la prise en charge des personnes âgées. Mais on met sur le dos d'un facteur démographique quelque chose qui permet de ne pas parler des véritables gagnants, de ceux qui gagnent vraiment à ce jeu-là. Et là, il faut se demander, est-ce que c'est vraiment ce modèle-là qu'on veut perpétuer? Est-ce que ça a le sens qu'on veut que ça ait? Et moi, je crois qu'il y a une grande marge d'amélioration pour humaniser ces endroits-là. Et nous, il va falloir apprendre à se confronter avec ça. Et j'espère que ça ne sera pas juste un vague souvenir de chiffres, de statistiques, mais qu'on se rappellera que nous avons failli à nos responsabilités, à notre engagement envers les personnes âgées et qu'on va vraiment discuter de fond et de forme sur la prise en charge d'une population vieillissante et des gens qui ont besoin de plus d'accompagnement. À peine dans Caroline du Nord, tu saches. Il n'y a jamais eu au Québec une politique du vieillissement. Il est important que le Québec en soit doté, reconnaissant ainsi officiellement la place et le rôle des aînés, ainsi que les services qui doivent leur être attribués. Cette politique doit être mise en œuvre à partir d'une consultation organisée à la grandeur du Québec,
afin que les aînés définissent eux-mêmes les milieux de vie qu'ils privilégient. Quant au logement et à leur intégration au cœur de la société pour en être dorénavant partie prenante. J'imagine ça, moi, des belles maisons claires avec des cases et murs, puis que ça sent bon, puis que tu vois du monde se promener avec leur marchette, mais avec un sourire. Tu sais, moi, j'imagine que ça peut exister quelque part. Espérons-le. Regardez ce qui se passe en santé, en éducation, dans la protection de l'environnement, et vous verrez si la société est bonne. Les grandes institutions de l'État sont le reflet de la société. On prélève de l'impôt pour organiser des grandes institutions qui rendent des services. Si les grandes institutions ne rendent pas les services auxquels les gens s'attendent et ont droit par leur paiement d'impôts, c'est une société qui n'est pas équitable, qui ne redistribue pas, qui ne permet pas à tous de bénéficier de la vie collective. Mais on va voir ce qui va se passer à court terme, là. C'est sûr que des choses vont changer. Mais c'est peut-être comme ça aussi. C'est avec des changements imparfaits qu'on arrive progressivement à quelque chose de mieux.